Il s'ouvre ce jeudi un événement avec la ville de Paris sur le renforcement de l'accès au financement pour le développement durable dans les villes et dans le monde, organisé par le réseau des solutions pour le développement durable des Nations Unies. La délégation de la RDC se trouve déjà à Paris, conduite par le Premier ministre Samalou Kondé. Le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya parle ici de l'agenda de Kinshasa. Suivez. Nous venons d'arriver à Paris pour accompagner le Premier ministre et chef du gouvernement qui représente le président de la République à ses grands sommets sur le nouveau pacte financier mondial initié par le président Macron. Il sera question au cours de ces travaux de repenser les systèmes financiers mondiaux, 80 ans après les accords de Bretton Woods qui ont créé l'FMI et la Banque mondiale, mais il faut aussi regarder comment l'humanité répond à des impératifs, notamment climatiques. Vous savez que la République démocratique du Congo est un pays solution et par rapport à tous ces sujets, il y a des avis que la République démocratique du Congo compte émettre. C'est pour ça qu'il y a cette délégation qui vient d'arriver sur Paris pour prendre part à ces travaux. Nous nous positionnons comme pays solution, non pas parce que nous voulons le dire, mais parce que nous avons de ressources qu'il faut. Et vous savez que chaque seconde que les pollueurs polluent, chaque seconde aussi, la République démocratique du Congo s'assure que l'humanité est régulée, notamment à travers ses forêts. Beaucoup de promesses ont été faites ici. On veut voir ces promesses devenir concrètes parce qu'il faut commencer à arrêter cette hémorragie qui touche à notre humanité. Et donc, de ces points de vue, comme sur d'autres sujets, nous avons des avis à émettre. Dans un tout autre chapitre, sachez que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba Gombo, a rassuré la MONUSCO sur la montée en puissance des FARDC durant la période de transition et du processus de retrait des forces onusiennes de la RDC. C'était lors de l'entretien qu'il a accordé ce mercredi à Kassim Diane, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC, chargé de la protection et des opérations. Suivez-le dans ses propos recueillis. J'étais venu donc présenter mes civilités au ministre, au vice-premier ministre, ministre de la Défense, chez Jean-Pierre Bemba, avec qui je me suis déjà entretenu au niveau, lors de la dernière réunion et la visite de M. Lacroix, et voir avec lui le suivi d'un certain nombre de dossiers qui nous lient, donc le dossier de coopération entre le ministère de la Défense et la MONUSCO, et notamment dans le cadre de la transition de la MONUSCO. L'un des dossiers évidemment le plus important, c'est voir comment nous allons articuler, mieux articuler la coopération entre la MONUSCO et les forces de défense et de sécurité nationale, pour voir comment mettre en œuvre cette montée en puissance, si vous voulez, des forces armées de la République et le retrait progressif, graduel et responsable de la MONUSCO. Et sur l'ensemble de ces questions-là, je repars en tout cas très satisfait des assurances, des explications et du soutien du ministre par rapport à ce dossier. Et donc, comme vous le savez, la MONUSCO reste entièrement à la disposition du gouvernement congolais pour voir comment, graduellement en tout cas, l'autorité de l'État, surtout au niveau sécuritaire, peut être restaurée dans cette partie de la RDC, que sont donc les 3 provinces de l'Est de la RDC. Je suis au courant du rapport, mais vous savez, dans la structure des Nations Unies, le Conseil de sécurité est un organe. Le secrétariat est un organe. Donc ce rapport, c'est le rapport des experts mandatés par le Conseil de sécurité. Et comme vous, je l'ai lu, on a pris connaissance de ce rapport, mais c'est au Conseil de sécurité de décider de la suite. On va revenir sur ce bulletin d'information au rebondissement du dossier Boukangalonzo après que le procureur général, après la Cour constitutionnelle, ait de nouveau requis l'autorisation de poursuite contre le sénateur Augustin Matata Pogno du bureau du Sénat, chose que celui-ci a accordée. L'ex-premier ministre sort une fois de plus du silence. Pour Matata Pogno, il s'agit là d'un acharnement politique sur sa personne par le duo Bahati Mukolonko Kesha avec une volonté de l'éliminer politiquement de la course électorale. JC Mavouba. Devant la presse, ce mercredi 23 juin, 24 heures après que le bureau du Sénat déclare
en réponse au réquisitoire pour obtenir la poursuite de Matata Ponyo par le procureur général près la Cour constitutionnelle que l'ex-premier ministre est à la disposition de la justice, l'homme à la cravate rouge monte une fois de plus au créneau. Il a dénoncé une volonté politique matérialisée par le président du Sénat, Bahati Lukwebo, et le responsable du parquet près la haute cour de l'écarter des élections à venir. Vu les niveaux d'harcèlement, je crois que le silence serait coupable, tant au niveau national qu'international. Mesdames et messieurs, l'acharnement politique contre les sénateurs Matata sur fond de procédures judiciaires concoctées de toutes pièces se rallume avec comme objectif d'éliminer à tout prix un challenger aux élections présidentielles de décembre 2023. Pour le président national de LGD, cette affaire est totalement vide car le dossier des biens aérianisés devrait être classé sans suite et que pour l'affaire Boukangalonzo, la plénière a déjà voté contre les réquisitoires du parquet près la Cour constitutionnelle, mais aussi la Haute Cour s'est déjà déclarée incompétente de juger un ancien Premier ministre dans un arrêt rendu le 15 novembre 2021. Entre avril et juin 2021, en fait, ce dossier remonte à plus de 2 ans. Par ces réquisitoires successifs. Et c'est pour la première fois qu'on voit un procureur général écrire autant de réquisitoires contre un sénateur. Le procureur général a saisi le Sénat pour obtenir la levée des immunités. On va parler de l'actualité au-delà de nos frontières. Dans le souci de réduire sensiblement les émissions de gaz à effet de serre, l'Afrique du Sud a opté pour la reconversion de ses sources énergétiques. C'est dans cette optique que le pays de Mandela a fermé en novembre 2022 la centrale au charbon de Komati produisant 125 MW pour en faire une centrale éolienne. Cette décision donne déjà lieu à des conséquences sur la couverture énergétique dans le pays. Suivez nos amis d'Africa News. C'est en novembre 2022 que la dernière unité de production de la centrale au charbon de Komati en Afrique du Sud, qui produisait environ 125 MW, a fermé. La reconversion de celle-ci en centrale éolienne s'inscrit dans le projet de l'Afrique du Sud de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Cependant, la fermeture de cette centrale importante pèse sur la couverture énergétique. Bien que le changement climatique soit un problème majeur et que nous devions passer à des sources d'électricité à faible teneur en carbone, nous devons tenir compte du fait que la consommation d'électricité en général en Afrique du Sud est en forte hausse. Nous devons donc continuer à développer les énergies renouvelables, mais ne pas arrêter tout ce qui est fossile tant que nous n'aurons pas suffisamment d'électricité pour répondre aux besoins de base du pays. La Banque mondiale a accordé un prêt de 490 millions de dollars pour la reconversion de la centrale. Cet argent est censé permettre la formation des anciens employés, mais les travaux piétinent. Il devrait durer 5 ans selon les autorités. Quelques questions ont été soulevées concernant le modèle de financement associé à ce partenariat sur la transition énergétique. Du point de vue de l'Afrique du Sud, seuls 4% du montant représentent des subventions. Pour le reste, il s'agit principalement de prêts. Or, il est évident que notre pays est très endetté. Ouverte en 1961, la fermeture de la centrale impacte économiquement la province de Mpumalanga et les communautés environnantes qui en tiraient profit. Cette semaine, Eskom a lancé un appel d'offres pour la mise en œuvre d'un plan socio-économique visant à atténuer les effets de la fermeture de cette centrale. Voilà, c'est avec cette information sur l'Afrique du Sud que nous mettons un terme à ce bulletin d'information. À vous, nous disons merci de l'avoir suivi et prenez rendez-vous à 19h pour la grande édition sur Géopolis Télévision.